Salut à tous et à toutes, re-bienvenue sur Gaming Everywhere. On va se faire un let's play un peu spécial puisqu'il va être consacré à la démo de Bloodstained Ritual of the Night de Koji Igarashi, la démo qui avait pu être jouable à l'E3 2016 et que ceux qui ont participé à la campagne de financement participatif du jeu à hauteur de 60 $ ont pu obtenir. Donc Bloodstained, je l'ai dit, est un jeu de Koji Igarashi que l'on connaît plus sous le surnom de Iga. C'est l'un des artisans du renouveau de la saga Castlevania avec Michiru Yamane, compositrice attitrée des musiques pendant un certain temps, et Ayami Kojima, illustratrice. Il est notamment l'artisan derrière le fameux Symphony of the Night que beaucoup considèrent comme le plus grand épisode de la saga. Moi je sais que personnellement c'est le jeu qui m'a fait véritablement découvrir profondément la saga Castlevania. Bon, j'avais déjà joué à des épisodes auparavant, notamment Castlevania 4, lui aussi génial, sorti sur Super NES, mais c'est vraiment ce jeu qui m'a carrément lancé à fond dans la saga. Alors, peu de temps après avoir quitté Konami, Koji Igarashi voulait refaire un jeu, et il a lancé une campagne de financement participatif, et il a du coup fixé un plafond de 500 000 $. Le jeu a eu un immense succès, du moins la campagne a eu un immense succès, puisque le jeu a obtenu ni plus ni moins que 5,5 millions de $, et même plus aujourd'hui. C'est le jeu qui a été pendant un certain temps le plus financé dans l'histoire du financement participatif. Il a été battu un mois après par Shenmue 3, qui lui aussi est un jeu qui a longtemps été attendu. Mais c'est vous dire qu'il y a véritablement un engouement autour de ce jeu. Et là maintenant on va pouvoir se lancer dans la démo. Bon, j'ai bien hâte de découvrir de quoi il s'agit. Parce que voilà, moi je surveille Bloodstained depuis maintenant un certain moment. Et un grand fan de Castlevania, j'attends énormément de ce jeu. Dans dans Bloodstained, un lapsus bien involontaire mais bien révélateur. Dans Bloodstained, je disais donc, vous incarnez Myriam, que voici, je vais vous la montrer. Voilà, elle est bien jolie, vous voyez avec ses petites cornes de succube. Myriam qui est donc une orpheline, affublée d'une malédiction lancée par un alchimiste. Son corps en effet se transforme progressivement en cristal. Elle a donc décidé d'entreprendre une quête qui doit la mener jusqu'au château d'un certain seigneur Gebel, ou Gebel, je ne sais pas vraiment comment il se prononce, qui lui aussi a visiblement été pendant longtemps affecté par cette malédiction, donc peut-être l'occasion pour elle d'y mettre un terme. Et là tout de suite, vous voyez, on retrouve quand même les fondamentaux de la saga Castlevania Made in Iga, la musique de Michiru Yamane, tout à fait dans le ton, les premières notes, voilà, on est tout de suite dedans, c'est tout à fait ça. La petite interface, vous voyez, avec la vie, la barre de magie, le nom des ennemis qui s'affiche en bas à droite, le nom des objets qui s'affichent en bas à gauche. Voilà, on retrouve vraiment tout bien. Alors le jeu tourne sur Unreal Engine 4, juste pour info, c'est pas un moteur fait maison. Et je suis en train de jouer avec une manette de PlayStation 4, donc si vous vous posiez la question, le jeu la reconnaît sans aucun problème. Simplement la configuration des touches est un petit peu foireuse, je trouve, parce que je suis obligé d'appuyer sur le rond pour pouvoir sauter et sur le carré pour pouvoir attaquer. C'est franchement pas très pratique. Donc j'espère très honnêtement qu'on pourra reconfigurer les touches des manettes lorsque le jeu sortira en version définitive, parce que dans l'immédiat c'est impossible de reconfigurer les touches, du moins dans la démo. J'ajoute également que les options graphiques sont extrêmement limitées, puisque vous ne pouvez choisir que 3 résolutions, du 720, du 900... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ouille, oh, ça doit faire mal. Alors, pouvoir du démon qui a été cristallisé ne peut pas être employé par une personne ordinaire. Cerulean Splash, avec créer un éclat infusé avec le pouvoir d'un Sima. Lance des tourbillons. Ok. Consomme du MP. Alors, attendez. Ah, voilà, c'est ça. Oups, oh putain, je me suis pris un coup dans les fesses, là. Allez. Du Lammer, ça aussi c'est un des ennemis les plus... un des fameux ennemis de la saga Castlevania. Voilà, tiens, voilà, il est mort. Toujours avec les petites animations de mort aussi, bien sympathique. Et là j'ai eu un headband. Donc toujours avec là aussi la gestion de l'inventaire, vous voyez le côté RP avec le level, le next pour combien de points il me reste avant de toucher le level, l'XP total, HP, MP, conditions pour savoir si vous êtes empoisonné, maudit ou des choses comme ça. Les paramètres avec bon, les statistiques, attaque, défense, intelligence, chance, etc. La résistance aux éléments. Donc vraiment, on navigue en eau familière. Est-ce que j'ai une carte? Oui, j'ai une carte. Bon bah là, encore pas de souci. C'est minimaliste, c'est la carte typique que l'on retrouve dans les épisodes. Alors,
Et ça, bah ça me rappelle les ectoplasmes un peu qu'on voyait déjà dans Symphony of the Night. Allez, pendant vos gueules. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, j'ai eu un level. Est-ce que... Ouais, je crois que mes stats ont augmenté un petit peu. Je sais pas, j'ai pas bien fait attention. Bon, bah, je revérifierai ça plus tard. Hop. Alors, Myriam répond très bien, franchement. Hein. Là, je saute. Franchement, il y a un très bon temps de réaction de la part du personnage. Donc, pour glisser. Pas de soucis. Allez. Oula, attends. Voilà. Attendez, il y a un passage à gauche. On va aller voir ce que c'est. Les petites roses, là, je suppose que c'est ce qui me redonne du MP. Allez, hop. Ah, c'est marrant, ça. En fait, en fonction... Oui, voilà, ça me redonne du MP. En fonction de si vous les attaquez à l'épée ou avec un sort, l'animation de mort change. C'est sympa. Canon de feu, lance, chou des flammes, nanana. Ok. Alors apparemment je peux contrôler la direction, mais là j'y arrive pas bien apparemment. Enfin bon, bref. Je suppose que c'est ça. Bon, bah j'ai utilisé le canon, ça m'a libéré un passage, mais je vais quand même retourner voir dans la pièce précédente parce que je sais que ça continuait un peu plus vers le bas. J'ai perdu un peu de vie, donc faut que je fasse un petit peu attention. Au pire, je prendrai une potion, je pense que c'est de toute façon à ça qu'elle serve. Allez. Hop. Là, je récupère un peu de MP. Voilà, ça m'en redonne 5. On retrouve aussi encore un élément classique, hein, ces lanternes qu'on doit... J'ai eu un anneau là. Ces lanternes qu'on doit bousiller pour avoir des objets. Typique de Castlevania, là encore une fois. On est vraiment en terrain connu et ça fait plaisir. Parce que là, avec le Lord of Shadow 2, on n'a plus de nouvelles de la saga. Konami qui nous a pété son câble aussi, là, vous avez tous vu si vous êtes renseignés. Déjà l'éviction de Kojima comme un gros dégueulasse, l'annulation de Silent Hills qui a aussi fait un scandale, le fait que Konami veut maintenant se consacrer au pachinko et aux jeux mobiles, ils nous ont littéralement, allez je vais dire le mot sodomisé, les plus grandes licences pour en faire des trucs de flipper et de machin, c'est un véritable sabotage, un suicide comme on n'en a jamais vu. Je sais pas ce qui est passé par la tête de Konami à ce moment-là. Mais en très peu de temps, ils sont passés d'une des entreprises les plus respectées à une des entreprises les plus haïes. Si ce n'est peut-être la plus haïe dans l'immédiat. Je crois que Electronic Arts et dans une moindre mesure peut-être Ubisoft doivent se sentir... Ça doit leur faire des vacances. Mais là, ça a fort heureusement pas empêché Kojima de recontacter l'ami Norman Reedus, alias Daryl Dixon de Walking Dead, pour un projet qu'il a présenté à l'E3 et qui a l'air ma foi bien fumé. Donc j'ai bien hâte de voir aussi de quoi il va retourner. Allez. Le jeu tourne plutôt bien en plus. Il n'y a pas l'air d'avoir de bugs dans l'immédiat. Bon, la démo a l'air très soignée. Franchement, pour le moment c'est du bon travail. Même si c'est peut-être pas forcément un navire que j'aurais choisi comme cadre. Vous voyez, c'est quand même un... C'est un Metroidvania quand même gothique. D'ailleurs, bon, Metroidvania, c'est un peu un pléonasme de dire que c'est gothique, du moins en partie, puisque Metroidvania, c'est en fait un condensé de Metroid et Castlevania. Donc généralement, on pense à par exemple Super Metroid qui a déjà lancé le concept, même la saga Metroid en elle-même. Puis par la suite, Symphony of the Night qui l'a popularisé. Du coup, on a fait un porte-manteau avec les deux mots pour désigner ces jeux qui, vous savez, vous permettent de valdinguer un peu à gauche, à droite, en haut, en bas, et à chaque fois vous débloquez des objets, ça vous permet de débloquer de nouveaux accès, vous devez faire des allers-retours, etc. C'est bien sympathique. Pour le moment, ma foi, j'avoue que j'aime bien cette démo, j'ai vraiment l'impression de... Je me sens vraiment dans un Castlevania, là. Un Castlevania en 3D ou plutôt en 2,5D, mais un Castlevania quand même. Hein. Et puis bon, ça fait du bien aussi de jouer une héroïne au lieu d'un héros, parce que bon, la saga Castlevania a toujours fait la part belle aux hommes, à quelques rares exceptions.
Je crois que c'était Castlevania Legends, dans lequel on incarnait Sonia Belmont. Ah, chaussures de Kung Fu. Et on retrouve aussi les petits, le petit côté japonais. Ouais, mais les chaussures de Kung Fu, je les trouve où, moi? Ah, voilà, bah, c'est pour remplacer l'épée, en fait. Et là, pour le coup... Ah oui, là, par contre, les chaussures ont changé, là, oui. Ouais, là, pour le coup, voilà. Si, il y a... Donc, l'apparence de Myriam change en partie, visiblement, quand même. Donc, bah, c'est bien de le souligner. Allez, du Kung Fu. Bon, même tout gothique qui soit Castlevania, hein, même s'il raconte la lutte pluriséculaire d'un clan de chasseurs de vampires, les Belmont en l'occurrence, plus d'autres personnages, contre le Dracula, on a toujours conservé un petit côté japonais et même très folklorique, puisque dans la saga on retrouvait aussi bien des éléments appartenant à la mythologie grecque. L'un des monstres les plus connus quand même de la saga Castlevania, c'était la Méduse, je rappelle. On a retrouvé Frankenstein, il y a même eu des monstres de la mythologie japonaise, il y a même eu dans Symphony of the Night, et peut-être dans d'autres épisodes, je me souviens plus, des références au magicien d'Oz, puisqu'on affrontait le lion, l'homme de fer et l'épouvantail dans des versions bien glauques comme il faut. Je reviens en arrière parce que je crois que j'ai oublié un passage. Donc voilà, Castlevania a réussi carrément à transformer toute une mythologie en un véritable fourre-tout. Unifié, harmonisé. Je vais revenir en arrière parce que je vois que j'ai oublié un endroit. J'aimerais quand même un peu tout explorer. Donc c'est la grande force de Castlevania, c'est d'arriver à avoir converti des folklores qui à la base n'ont pas forcément grand chose à voir avec le vampirisme, à les adapter et à rendre du coup leur intégration à l'univers de Castlevania complètement crédible. On a même une référence à Cthulhu. C'est vous dire à quel point ça touche à tous les domaines. Donc je sais pas véritablement quel va être l'avenir de la saga dans l'immédiat. Avec Konami qui a pété son câble, il est quand même plus qu'incertain. Il est où le passage que j'avais vu là? Oui, il est là-bas. Faut encore que je revienne là-bas. À moins, attendez, que je puisse passer directement par en haut là. Non, je peux pas. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on va avoir un droit à un nouveau Lords of Shadow? Ou est-ce qu'on va avoir encore un Castlevania qui va prendre une direction artistique complètement différente? Je rappelle pour info, là encore, que la saga Lords of Shadow était un reboot qui n'a strictement rien à voir avec la continuité canonique des Castlevania classiques. C'est un studio d'ailleurs espagnol, Mercury Stream, qui l'avait fait, avec un petit coup de main de Kojima Productions, il faut le souligner. Alors, il est où mon passage? Il est là, mais il figure pas. Alors, est-ce que ce serait un passage secret? À moins que ce soit une erreur du... Non, non, apparemment non. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, si vous regardez sur la carte, normalement, il y a une petite encoche sur la droite et je suis censé pouvoir y aller. À moins peut-être que ce soit... Ah, non. Non. Est-ce qu'il y a... Ah, voilà. Ah, pour le coup, non. C'est un passage secret, là. Qui me donne accès à une grande potion et un grand éther. Bon, bah écoutez, on sera pas venu pour rien. Je vais quand même taper un peu sur les murs ici. Non, il n'y a rien. Non, bah non, franchement, il n'y a rien. Bon, bah écoutez, on va revenir sur nos pas. Ça m'emmerde un peu parce que j'ai l'impression d'être venu pour rien. Bon, j'ai quand même chopé 2 potions, mais j'aurais quand même aimé avoir un peu plus, je sais pas, d'autres objets ou des machins comme ça. Allez, on va essayer de revenir en vitesse, hein. On va pas se refarcir tous les ennemis. Allez, hop. Voilà. Là, après, se pose la question de savoir à quel endroit, ou plutôt... Oui, enfin, à quel endroit de la progression correspond ce navire? Est-ce qu'on est au début du jeu? Est-ce qu'on est en moitié de jeu? Dans quelle mesure il va être intégré à l'environnement? Est-ce que c'est un niveau à part ou est-ce que c'est un niveau qui va faire partie effectivement du château? J'ai reçu encore un éclat, donc je sais pas ce que ça fait quand vous avez un éclat en double. Là, pour le coup, je vais peut-être quand même prendre une potion parce que... alors, potion. Je vais en prendre 2 même. Voilà.
Je sais pas dans quelle mesure ce bateau va se trouver dans la continuité du jeu. Ce sera la surprise. Ils ont encore du temps pour peaufiner le jeu puisqu'il doit sortir normalement en mars 2017. Est-ce qu'il y aura un passage à tout hasard là? Non. Et ça aussi, ça faisait partie des Castlevania, ça, les passages secrets. Dans les Castlevania classiques, si vous pétiez des murs, vous pouviez parfois trouver des rôtis ou des machins pour vous restaurer en vie. C'était des jeux qui étaient en plus très exigeants à l'époque, hein. Ils étaient particulièrement difficiles. Parce que vous n'aviez pas de système de potions et trucs comme ça. Vous deviez compter sur votre adresse et faire attention de ne pas perdre de vie. Prier pour trouver éventuellement de la bouffe pour pouvoir vous restaurer, sachant qu'elle était assez rare. Avec le Castlevania Symphony of the Night, bien évidemment, on a établi un système d'inventaire qui permet de stocker des objets à utiliser à bon escient, et même un système de familier qui vous aidait. La fée, par exemple, qui vous redonnait de la vie ou qui vous ressuscitait. L'épée qui vous aidait à affronter. Le petit démon qui vous aidait aussi à affronter les ennemis et qui parfois aussi libérait certains accès. Il y avait toujours des choses, je me souviens que j'ai passé des heures... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, t'as une belle tête, toi. Je sais même pas s'il m'a touché, ce con. Alors... Potion, encore une potion, parfait. Ça va me rembourser celle que j'ai utilisée. Allez, bande de gros dégueulasses. Allez, encore un niveau, c'est bien, ça monte. Ouais, j'ai quand même monté un peu là en attaque, en intelligence aussi, je crois. Alors l'attaque détermine la puissance de vos attaques physiques, bien évidemment. Défense, pas de souci, c'est votre résistance aux dégâts. Intelligence, je pense qu'on peut s'avancer. Je pense qu'on peut dire sans s'avancer que ça correspond à la puissance de vos sortilèges, en l'occurrence comme le feu là. Constitution, je pense que c'est tout simplement le nombre de PV. À reconfirmer. Alors Luck, c'est une mécanique qui vous permet en fait d'influer sur le taux de drop des objets rares. Si il concerne le logique de Castlevania, en gros, plus vous avez de chance et plus vous allez avoir d'objets rares qui vont tomber. Parce que si là encore il conserve le système, les ennemis dans Castlevania, du moins je sais que c'était le cas dans Symphony of the Night, je me souviens plus pour les autres épisodes, avaient la particularité de laisser tomber plusieurs objets à des taux de drop rate différents. En fonction de la rareté de l'objet, vous pouviez avoir effectivement un taux de drop rate plus ou moins long. Attendez, je crois que j'ai compris. D'accord. C'est de là en fait que vient mon chemin. Le chemin que j'ai cherché tout à l'heure. En fait, j'ai ouvert avec le canon. Je me disais, c'est bizarre, j'ai l'impression un peu d'être revenu en terrain familier. Donc voilà, l'énigme est résolue. Donc oui, les ennemis pouvaient lâcher des objets d'une qualité différente. Et en fait, plus vous aviez de chance, et plus vous aviez de chance que l'ennemi que vous butiez lâche un objet rare. Donc c'était très pratique. Et des fois, on s'amusait quand on s'emmerdait sur Castlevania, qu'on avait tout fait de fond en comble, de buter tous les ennemis jusqu'à ce que tous les objets qu'il lâche soient tombés. Donc c'était les petits défis qu'on s'imposait. Allez, de retour en surface. Alors l'argent, je sais pas à quoi ça va servir, donc je suppose qu'il y a peut-être un système de vendeur. Peut-être un vendeur qui vous nous vendra des compos et puis peut-être aussi du matériel. Donc là en bas on a un Dynaman. On a retrouvé ces systèmes aussi là, vous voyez. J'ai chopé à plusieurs reprises des âmes. C'est des systèmes qui étaient présents déjà dans des jeux comme Aria of Sorrow, Dawn of Sorrow et plus récemment Order of Ecclesia. C'était la capacité que les personnages avaient de copier les pouvoirs de leurs ennemis et de les retourner contre eux. Hag Ether, Hag Potion, pas de soucis. Ça en fait 2 de chaque. En plus de ceux que j'ai trouvé tout à l'heure. Est-ce que j'ai oublié des choses à tout hasard? Ouais, il y a des parties en hauteur que j'ai pas explorées, mais ça doit correspondre en fait à des parties en hauteur que auxquelles je peux pas accéder forcément. Alors, attention. Oula. Ou Mazette. Pour le coup, c'est vrai qu'on préfère le haut que le bas. Hein. Bon, bah, un boss, hein, pas de soucis.
moment, j'ai pas l'impression qu'il fasse grand chose. Ah, attendez, ça se corse, on dirait. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Attention, attention. Voilà. Ah! Là, 8, 9, 4, ouais, c'est carrément les attaques physiques qui sont les meilleures. Vous voyez, on a les dégâts qui apparaissent au sommet. Attention, les tentacules, là. Bah putain, ma vieille, t'es bien lotie, toi. Hein. Vive la thalassothérapie, hein. Bon, les femmes ont toujours eu plus ou moins des proportions un peu généreuses hein, dans Castlevania. On se souvient notamment de cet artwork particulièrement érotique de la succube de Symphony of the Night de Hayao Kojima, où elle dévoilait déjà des atours physiques fort avantageux. Bon, j'avoue que là, avec le truc qui se trimballe en dessous, c'est déjà tout de suite moins sexy quand même. Ah, je vois, quand on touche la partie en hauteur... Ah, ça fait plus de dégâts. Level up. Est-ce que je l'ai battu? Ouais. Il est pas content, là. Il est moureux. Et nous sommes à la fin de la démo. Donc, voilà. Thank you for playing. Et bah, écoutez, ça a été avec beaucoup de plaisir. Petite démo, donc, de Bloodstained qui, ma foi, m'a l'air fort prometteuse. Avec, évidemment, la petite réserve d'usage hein, sur le résultat final. Mais dans l'immédiat, je trouve qu'on retrouve effectivement tous les fondamentaux que l'on connaît de la saga Castlevania, Pariga et compagnie. Ça fait plaisir véritablement de se retrouver dans cet environnement, dans cet univers. Surtout que comme je l'ai dit, avec Konami qui nous a pété son câble, on ne sait pas trop ce qui va arriver à la saga Castlevania. Alors juste pour info, Iga a quand même aussi recruté David Hayter pour faire la voix de... Gable, le seigneur du château que Myriam recherche. Alors David Hayter est scénariste de cinéma et pour mémoire c'est aussi la voix américaine de Solid Snake et Naked Snake et de Big Boss de Metal Gear, du moins jusqu'à la période Phantom Pain Ground Zero. Il a été remplacé par Kiefer Sutherland. Et on retrouve aussi la voix anglaise d'Alucard qui a eu un rôle dans le jeu apparemment. Si vous avez fait le Castlevania en version anglaise, du moins celui sur PlayStation, hein, pas le portage sur PSP avec Saga Dracula X Chronicle, vous devriez savoir de qui il s'agit. Je n'ai plus le nom en tête, c'est bien dommage, mais bon, vous devriez le retrouver sans trop de problème. Donc voilà, bah écoutez, moi personnellement je suis assez enthousiaste par cette démo. J'aurais aimé quand même plutôt la faire dans un environnement bien gothique, genre un château ou un truc du genre, plus adapté je pense en contexte du jeu, mais bon, on a déjà de quoi tester la bête, c'est déjà une bonne chose. Donc on se retrouvera très probablement pour un let's play plus en profondeur quand le jeu ressortira en version complète. Il sort en mars 2017 jusqu'à preuve du contraire, ce qui va laisser un peu à l'équipe le temps de finir de peaufiner le jeu et nous sortir véritablement le successeur que la saga Castlevania est en droit d'attendre. D'ici là, je vous retrouve pour d'autres let's play sur Gaming Highway. A très bientôt sur Gaming Highway. Salut à tous et à toutes, ciao ciao.